Bien avant que les majestueuses pyramides d'Égypte ne touchent le ciel, ou que les colonnes imposantes de la Grèce ne marquent les horizons méditerranéens, un autre type de monument était en train de se construire. Il ne s'agissait pas de pierre ou de marbre, mais de quelque chose de bien plus éphémère, mais pourtant plus durable, la civilisation humaine elle-même. Cette civilisation naquit dans une terre nichée entre deux puissants fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Une terre qui deviendra connue sous le nom de Mésopotamie, un terme signifiant « entre les rivières ». Elle s'étendait des contreforts des montagnes Zagros à l'est, jusqu'aux plaines basses qui s'étendent vers le golfe Persique, au sud. Son sol fertile, enrichi par les crues annuelles de ces rivières, nourrissait les premières implantations permanentes de l'humanité. Ici, sur les rives de ces fleuves, l'humanité commença lentement à sortir de la nature sauvage, forgeant un monde nouveau fait de villes, d'écriture, de lois et de dieux. Lorsque les derniers vestiges de l'ère glaciaire fondirent, donnant naissance à un climat plus chaud autour du 10e millénaire avant notre ère, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Dans les collines et les vallées du Proche-Orient ancien, les habitants commencèrent à remarquer que les herbes sauvages qu'ils avaient longtemps récoltées pour se nourrir poussaient en abondance. Le blé et l'orge, qui avaient autrefois été des plantes saisonnières et éphémères, se développaient désormais de manière prolifique, rendant possible de rester au même endroit, de s'attarder et de récolter. Ils n'avaient plus besoin de suivre les troupeaux ni de dépendre des saisons. La terre elle-même était devenue leur providence. Ces premiers habitants, des groupes de chasseurs-cueilleurs qui avaient autrefois parcouru la terre à la recherche de gibier, commencèrent désormais à cultiver la terre. Au début, leurs implantations étaient modestes, des groupes de huttes en boue et en roseaux dispersés sur les plaines fertiles. Mais lentement, au fil des générations, ces modestes campements se transformèrent en quelque chose de plus. À des endroits comme Tel Muribé et Abou Herrera, dans ce qui est maintenant le nord de la Syrie, des preuves archéologiques montrent que les humains commençaient à établir des maisons permanentes. Ils cultivaient la terre avec des céréales sauvages et domestiquaient les animaux qu'ils avaient autrefois chassés. Dans cette révolution silencieuse, une nouvelle façon de vivre émergeait, celle de la stabilité et de la croissance. Les changements n'étaient pas seulement agricoles, mais aussi sociaux. Dans la vallée du Jourdain, une implantation commença à prendre forme qui allait changer à jamais le cours de l'histoire humaine. Jéricho. Datant d'au moins 11 000 ans, Jéricho est souvent considérée comme la plus ancienne ville continuellement habitée du monde. C'est ici que les habitants commencèrent à bâtir quelque chose de remarquable. Des murs de pierre, non seulement pour se protéger, mais aussi pour défendre la ville. Le besoin de protection, un signe évident du monde en transformation, était tangible dans ces premiers murs. Ils étaient le signe de quelque chose de plus profond, un passage de la vie nomade à la vie urbaine, de la solitude des chasseurs-cueilleurs à la complexité des vies communautaires. Mais ce n'étaient pas seulement les villes qui changeaient. Les gens eux-mêmes commençaient à se transformer. Dans des lieux comme Çatalhöyük, nichés au cœur de l'Anatolie, les habitants construisaient des maisons si proches les unes des autres qu'il n'y avait pas de rue. Les habitants entraient chez eux par des trous dans les toits, se déplaçant dans leur settlement comme des fourmis. Ces anciens architectes ne se contentaient pas de bâtir des maisons. Ils façonnaient une nouvelle façon de vivre. Les premiers pas de l'urbanisation étaient posés. Dans le calme des champs, cependant, la véritable révolution se déroulait. Les herbes sauvages des plaines, autrefois libres et indomptées, étaient maintenant soigneusement cultivées. Grâce à des générations d'observations attentives et de sélection, ces premiers agriculteurs commencèrent à domestiquer leurs récoltes, favorisant les plantes aux graines plus grosses et aux coques plus solides qui ne se brisaient pas facilement. Les grains autrefois sauvages étaient désormais fiables et l'ère de l'agriculture était née. Ce changement n'était ni immédiat ni simple. Il fallut des siècles pour que le blé, autrefois sauvage, devienne la culture de base qui nourrirait les générations à venir. De même, les animaux autrefois chassés furent domestiqués et gardés. L'aurochs, un ancêtre sauvage du bétail, fut lentement contrôlé, tout comme les moutons, les chèvres et les porcs. Cette révolution agricole se répandit à travers le croissant fertile, provoquant un changement lent mais profond dans l'équilibre de la société humaine. Les gens n'avaient plus besoin de dépendre des caprices de la nature et de la chasse. Ils pouvaient maintenant produire de la nourriture en abondance, bien au-delà de leurs besoins immédiats. Et dans cet excédent, quelque chose de remarquable commença à se produire.
Les gens commencèrent à se spécialiser. Des potiers, des tisserands, des fabricants d'outils et d'autres artisans émergèrent, capables d'échanger leurs biens contre de la nourriture. L'émergence du commerce, le développement des métiers et l'essor des connaissances spécialisées marquèrent l'aube de quelque chose de plus grand, la civilisation elle-même. Au fil des siècles, alors que les premières récoltes apportaient une stabilité inattendue, les premières communautés humaines se transformaient. Le monde ne se contentait plus d'être un terrain de chasse ou un lieu où l'on cueillait des fruits. Ces premières sociétés agricoles commençaient à changer de forme, devenant plus complexes et plus structurées. L'agriculture n'était plus seulement un moyen de subsistance, mais un fondement de la société elle-même. Les habitations se diversifiaient et se regroupaient. Les premiers villages prenaient racine dans le sol fertile entre les deux rivières, et bientôt, la première véritable ville allait voir le jour. Avec l'agriculture venait une nouvelle manière de penser. Alors que les hommes et les femmes des premières communautés agricoles s'adaptaient à leur environnement, ils apprenaient à canaliser les eaux du Tigre et de l'Euphrate pour irriguer leurs champs. Ce processus complexe d'irrigation permettait de nourrir des populations plus nombreuses, mais il nécessitait aussi une organisation collective et une coopération jamais vue auparavant. Les premières institutions politiques et sociales naquirent dans les terres inondées. Les anciens chefs de famille devinrent peu à peu des dirigeants communautaires, responsables de l'organisation des travaux collectifs, de l'entretien des canaux et de la gestion des surplus agricoles. Dans ces conditions, les villages se transformaient en cités. La ville d'Uruk, par exemple, la plus grande et la plus importante des premières cités mésopotamiennes, devint le centre de tout un réseau commercial et administratif. Mais Uruk n'était pas simplement une grande cité. Elle représentait le cœur de cette révolution sociale et culturelle. Son expansion massive, avec ses impressionnantes murailles et ses ziggourats émergents, n'était que le début de la montée en puissance des cités-États. Ces cités allaient devenir les principaux centres de pouvoir, de culture et de religion dans la Mésopotamie ancienne. Les premiers monuments en briques d'argile qui marquaient l'horizon des cités mésopotamiennes, comme les temples et les ziggourats, n'étaient pas seulement des structures religieuses. Elles étaient l'incarnation d'une toute nouvelle vision du monde, une vision dans laquelle les hommes cherchaient à se connecter à leur Dieu à travers la grandeur de leur architecture et la rigueur de leurs rituels. Ces temples, dont les hauteurs vertigineuses semblaient défier le ciel, étaient aussi des centres administratifs et des entrepôts, stockant des récoltes excédentaires et d'autres biens précieux. Le pouvoir économique et religieux était ainsi concentré dans les mains des prêtres et des rois. Ces avancées étaient le résultat direct de l'invention de nouvelles technologies et de nouveaux savoir-faire. Les potiers et les artisans maîtrisaient de mieux en mieux la fabrication d'outils et de récipients en argile, transformant ainsi la société mésopotamienne. Mais la véritable innovation vint avec l'invention de l'écriture. En Uruk, les premiers signes de cunéiforme furent gravés sur des tablettes d'argile. Ce système d'écriture, qui avait commencé comme une forme de comptabilité pour enregistrer les transactions commerciales et agricoles, allait rapidement évoluer en un outil puissant pour la gestion et la communication à une échelle beaucoup plus grande. L'écriture en Mésopotamie ne se limitait pas seulement à la gestion des ressources ou à l'administration. Elle offrait également aux rois et aux prêtres un moyen de légitimer leur pouvoir et de maintenir la cohésion dans un monde en perpétuelle transformation. Les récits mythologiques, les chants en l'honneur des dieux, les lois et les règlements, tout cela était désormais préservé et transmis d'une génération à l'autre grâce à la magie des signes gravés sur l'argile. L'émergence de cette première forme d'écriture, encore primitive mais déjà sophistiquée pour son époque, marquait le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité. Ce processus, qui allait se répandre à travers toute la région, servait d'outil pour les dirigeants, les commerçants et les artisans pour structurer leur société, leur économie et leur culture. Les tablettes d'argile, en quelque sorte les premiers livres de l'humanité, portaient en elles les prémices d'une révolution intellectuelle qui allait marquer les siècles à venir. Dans ces premières cités, les croyances religieuses et les structures politiques étaient indissociables. Les premiers rois étaient souvent aussi des prêtres, ou du moins des personnes capables de communiquer la volonté des dieux aux hommes. Le roi ou le prêtre n'était pas seulement un dirigeant temporel, il était un médiateur entre les hommes et le divin. La Mésopotamie, terre des premières religions organisées,
allait bientôt voir l'émergence de temples de plus en plus majestueux, où les dieux étaient priés de bénir les récoltes, de protéger les cités et de maintenir l'ordre cosmique. Cependant, cette concentration de pouvoir, tant économique que spirituelle, n'était pas sans conséquences. Les sociétés mésopotamiennes, de plus en plus organisées, se retrouvaient aussi confrontées aux tensions internes qui accompagnaient la formation de telles hiérarchies. Les inégalités sociales se creusaient. Les prêtres et les rois possédaient le contrôle de l'administration et de la distribution des ressources, tandis que la majorité des habitants vivaient dans des conditions bien plus modestes, travaillant dur pour nourrir la population croissante. Au cœur de la Mésopotamie, au sein des cités montantes comme Uruk et Eridu, l'humanité franchit un seuil décisif. Ce n'était plus simplement une question de survie ou de prospérité agricole, mais bien une question de mémoire, de pouvoir et d'identité collective. L'écriture, cette invention radicale, émergea des besoins administratifs des premières cités. Ce qui avait commencé comme un système rudimentaire de pictogrammes pour comptabiliser les biens, les récoltes et les animaux, se transforma en un outil de communication d'une profondeur inattendue. Les signes incisés dans l'argile, pressés dans la terre molle comme des empreintes d'un temps révolu, allaient bientôt écrire l'histoire du monde. L'écriture, dans sa forme la plus simple, ne représentait que des objets, une coupe, un mouton, une quantité de grains. Mais progressivement, ces symboles se complexifièrent. Les pictogrammes laissèrent place à un alphabet plus abstrait, capable de capter non seulement des objets, mais des sons, des idées et des événements. À Uruk, une ville qui comptait parmi les plus grandes et les plus influentes de cette époque, les premiers scribes commencèrent à enregistrer non seulement les transactions commerciales, mais aussi des lois, des prières et des récits. Le cunéiforme, cette écriture qui serait utilisée pendant des millénaires, prenait forme sur les tablettes d'argile, ces supports fragiles et pourtant indestructibles, qui conserveraient pour l'éternité la mémoire d'une civilisation. Les premiers textes écrits ne se contentaient pas de consigner des faits ou des chiffres. Ils donnaient voix aux dieux, aux rois et aux peuples. Ils racontaient des histoires de l'ascension des grands héros, de la naissance des temples, des batailles pour la domination des terres fertiles entre les cités-États. Le récit du roi Gilgamesh, roi légendaire d'Uruk, est l'un des plus anciens témoignages de cette époque. Son épopée, au-delà de ses exploits guerriers, est une quête pour comprendre la condition humaine, la mortalité, l'amitié et la quête de l'immortalité. Mais l'écriture, bien qu'essentielle pour la préservation des histoires, était avant tout un outil de contrôle et de gouvernance. Les rois et les prêtres, détenteurs du savoir sacré, étaient les seuls à pouvoir interpréter et transmettre ces écrits. Cela leur conférait un pouvoir inouï, car la capacité à lire et à écrire était réservée à une élite. Les scribes, formés dès leur plus jeune âge dans des écoles spécialisées, devenaient des figures respectées et parfois même craintes. Ils étaient les gardiens de la mémoire des dieux et des rois, et par leurs inscriptions, ils maintenaient l'ordre social, légitimant les actions des dirigeants et les lois qui gouvernaient les cités. Avec l'émergence de l'écriture, la société mésopotamienne se structura davantage. Les lois de la cité devinrent plus codifiées. Le code d'Ur-Nammu, rédigé au cours du XXIe siècle avant notre ère, est l'un des premiers exemples connus d'un code juridique écrit. Ce texte établissait des principes fondamentaux sur les droits des citoyens, la gestion des conflits et les devoirs des gouvernants envers leurs sujets. Dans cette époque où la puissance royale se confondait souvent avec le pouvoir divin, les rois étaient vus comme des médiateurs entre le ciel et la terre. Ils étaient les garants de l'ordre cosmique, mais aussi de l'ordre social. Leurs édits, gravés dans la pierre ou inscrits sur des tablettes d'argile, étaient là pour rappeler aux habitants leur place dans la hiérarchie divine et terrestre. L'émergence de l'écriture transforma également la religion mésopotamienne. Les temples, qui étaient au cœur de la vie urbaine, devinrent des centres de pouvoir non seulement spirituels, mais aussi économiques et administratifs. À Uruk, la construction de temples imposants, comme la Grande Ziggurat, symbolisait cette nouvelle relation entre le divin et l'humain. Ces ziggurats, avec leurs étages superposés, s'élevaient vers le ciel, représentant l'ascension spirituelle vers les dieux. Les prêtres, au sommet de la hiérarchie religieuse, exerçaient un contrôle sur les ressources et les terres, tout en assurant la direction spirituelle de la cité. Les dieux eux-mêmes, dans cette société où la séparation entre la religion et la politique n'existait pas,
avaient des pouvoirs presque humains. Ils pouvaient se fâcher, se réjouir, punir et récompenser les hommes. Les Mésopotamiens adoraient une multitude de divinités, dont certaines étaient vénérées dans des temples gigantesques. Mais tous ces dieux étaient considérés comme des maîtres de l'ordre naturel. La pluie, le vent, les récoltes, la fertilité des terres, tout cela était sous leur contrôle. Ainsi, les dirigeants ne se contentaient pas de rendre des comptes aux citoyens, mais aussi aux dieux, par des rituels et des sacrifices. Le système politique de ces cités-États était autant religieux qu'administratif. Alors que les premières dynasties émergeaient, les rois de Sumer revendiquaient souvent une légitimité divine. Ils étaient choisis par les dieux. Leur pouvoir venait de leur capacité à interpréter les volontés divines et à maintenir l'harmonie entre les humains et les forces cosmiques. Ce rôle de médiateur entre le divin et le terrestre donnait au roi une autorité incontestable. Les avancées technologiques et organisationnelles se poursuivaient. L'usage du métal, notamment le cuivre et le bronze, se généralisa. Les premiers artisans métallurgistes créaient des outils et des armes plus durables, plus efficaces. Cette évolution dans la fabrication des outils permit aux cités de se développer encore plus rapidement, de se défendre et d'étendre leur influence à travers le commerce. Le commerce, lui aussi, devint un pilier central de la société mésopotamienne. Les routes commerciales s'étendaient à travers la région, reliant la Mésopotamie aux territoires lointains, d'Anatolie à la vallée de l'Indus. Ce réseau d'échanges permit une circulation non seulement de biens, mais aussi d'idées, de croyances et de technologies. Alors que les siècles passaient, l'histoire de la Mésopotamie se compliquait, s'enrichissait et se structurait. Les grandes cités-États de Sumer, telles que Ur, Uruk et Lagash, se dressaient comme des bastions de pouvoir, de culture et de commerce. Ces cités étaient bien plus que de simples points sur la carte. Elles étaient des mondes à part, chacune avec ses propres coutumes, ses propres lois et sa propre identité. Toutefois, elles partageaient un même socle commun, celui d'être fondées sur l'agriculture, l'écriture et la religion. Les premières formes d'organisation politique et sociale y étaient en place, et c'est dans ces cités qu'apparaissait l'idée même de la royauté telle que nous la concevons aujourd'hui. Le rôle des rois dans ces cités-États était indissociable de celui des dieux. Le roi n'était pas seulement un dirigeant temporel, mais aussi un représentant divin sur terre, un médiateur entre le ciel et les hommes. À Uruk, cette relation entre le roi et la divinité se cristallisait dans l'image de Gilgamesh, un roi de légende, qui n'était ni tout à fait un dieu, ni tout à fait un homme, mais un être à la fois supérieur et humain. Son épopée, qui survit à travers les âges sous forme de tablettes d'argile, raconte l'histoire d'une quête désespérée pour comprendre la nature de l'immortalité et du destin. Gilgamesh, personnage mythique, mais aussi un roi historique, incarne à lui seul cette fusion entre la puissance divine et le pouvoir royal. C'est à travers ces aventures que les Mésopotamiens interrogeaient leur propre existence. Qu'est-ce que cela signifie être humain? Qu'est-ce que cela signifie gouverner? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie mourir? Ces questions, bien que profondément philosophiques, étaient enracinées dans les préoccupations quotidiennes des citoyens mésopotamiens. Elles reflétaient l'importance de la justice, de la protection et de la sagesse dans la gestion des cités. Les premiers rois sumériens s'inscrivaient dans cette tradition. Les plus anciens codes de loi, comme celui d'Ur-Nammu, datant du XXIe siècle avant notre ère, témoignent de l'effort des dirigeants pour établir des principes juridiques. Le code d'Ur-Nammu est l'un des premiers exemples d'un système juridique formalisé. Ce texte, gravé dans la pierre, aborde des questions aussi diverses que les peines pour les crimes, les lois sur la propriété et même les droits des travailleurs. Ce système législatif naissant ne se contentait pas de structurer la société. Il reflétait également la volonté des rois de garantir la stabilité, de maintenir l'ordre et de protéger les plus vulnérables. Les décisions de justice étaient rendues en accord avec les volontés divines, et les rois étaient vus comme des instruments de ces volontés. Mais au-delà de l'aspect juridique et religieux, la société sumérienne s'organisait de manière très complexe. Au sommet se trouvaient les rois, les prêtres et les nobles, les détenteurs du pouvoir temporel et spirituel. En dessous d'eux se trouvaient les artisans, les commerçants et les scribes, ceux qui, par leur savoir et leur travail, soutenaient la société. Les scribes, en particulier, occupaient une place cruciale. Non seulement ils étaient responsables de l'écriture et de l'enregistrement des transactions commerciales,
Mais ils jouaient également un rôle essentiel dans l'administration et la gestion des biens du temple et des royautés. Leur savoir leur conférait un statut élevé, presque sacré, et les rendait incontournables dans l'ascension des grandes cités. Les artisans, eux, étaient responsables de la production des biens essentiels à la vie quotidienne et au commerce. L'évolution technologique, notamment l'invention de la roue, révolutionna la manière dont les Sumériens transportaient leurs marchandises et les échanges commerciaux se multiplièrent. La Mésopotamie, à cette époque, était un véritable carrefour entre l'Orient et l'Occident, entre les peuples d'Anatolie, de la vallée de l'Indus et de l'Arabie. L'émergence des premières routes commerciales, facilitée par l'invention de la roue et des chariots, marqua le début d'une époque de prospérité pour les cités sumériennes. Les temples sumériens, quant à eux, étaient les cœurs battants de ces cités. Leurs immenses ziggourats s'élevaient majestueusement vers le ciel, marquant l'ascension des hommes vers les dieux. Ces structures, bien que principalement religieuses, étaient aussi administratives. Elles géraient non seulement les rites sacrés, mais aussi les ressources agricoles, les récoltes et les surplus alimentaires. Ce système de redistribution des biens, assuré par les prêtres, renforçait l'autorité des dieux et des rois. Le royaume des dieux n'était jamais très loin du royaume des hommes, et la politique et la religion étaient indissociables dans cette société. Les Sumériens croyaient que tout ce qui existait, que ce soit la pluie, le vent ou la fertilité des terres, était régi par les caprices des dieux, et c'est dans ce cadre divin que se déroulait chaque aspect de la vie humaine. En même temps, ces sociétés naissantes étaient confrontées à de nouveaux défis. Comment gérer les surplus agricoles ? Comment organiser la défense contre d'éventuels pillards, ou comment garantir la pérennité de la cité face aux menaces extérieures. C'est ainsi que les premières formes de gouvernance, basées sur des lois écrites et des accords entre cités, commencèrent à se forger. Ces règles n'étaient pas seulement des décisions humaines, elles étaient le reflet des volontés divines. Les cités sumériennes, à travers leur organisation complexe et leurs innovations sociales, politiques et religieuses, jetèrent les bases de la civilisation mésopotamienne. Elles construisirent des modèles qui survivraient pendant des millénaires, traversant les âges et les conquêtes. De leur écriture à leurs lois, en passant par leurs croyances et leurs structures sociales, les Sumériens laissèrent un héritage durable qui continuerait de façonner le monde antique. Les ziggurats, ces structures massives de briques d'argile, se dressaient telles des montagnes artificielles dans le paysage mésopotamien. Véritables symboles de l'union entre le ciel et la terre, elles étaient l'aboutissement d'une évolution architecturale et religieuse inédite. À Uruk, à Eridu et à Ur, ces temples pyramidaux à étages se faisaient de plus en plus imposants, reflétant la puissance croissante des cités et la centralité du culte religieux dans la vie quotidienne. Chaque ziggurat n'était pas simplement un lieu de prière, mais une représentation visible de la connexion entre les dieux et les hommes, entre l'au-delà et la réalité terrestre. Celles-ci étaient des symboles d'ascension, une ascension aussi bien physique, à travers leurs étages qui défiaient les cieux, que spirituelle, car elles symbolisaient la quête des hommes pour atteindre l'immortalité divine. Les prêtres, à la tête de ces temples, n'étaient pas seulement des figures religieuses, mais des figures politiques de premier plan. Ils étaient les médiateurs entre le divin et le terrestre, les interprètes des volontés des dieux. Leur autorité n'était pas remise en question car, dans une société où les dieux régissaient tout, l'autorité divine était absolue. Les rois sumériens, qui se proclamaient parfois eux-mêmes comme des dieux vivants ou des représentants des dieux sur terre, s'appuyaient sur cette légitimité religieuse pour gouverner. Des plus grands rois sumériens comme Gilgamesh et Ur-Nammu s'inscrivaient dans cette tradition religieuse. Ces souverains étaient non seulement des guerriers et des administrateurs, mais aussi des figures spirituelles dont les actions et les décisions étaient perçues comme dictées par les dieux. En ce sens, leur rôle allait au-delà de la simple gestion politique. Ils étaient chargés de maintenir l'ordre cosmique. Dans cette optique, l'édification de monuments religieux comme les ziggourats ne se contentait pas de glorifier le roi, mais répondait à un besoin d'assurer la prospérité et la bénédiction divine sur la cité. C'est également à cette époque que les premières lois écrites apparurent, non seulement comme des outils de gestion, mais comme des moyens de garantir la justice divine. Le code d'Ur-Nammu, rédigé autour de 2100 avant notre ère, est l'un des premiers codes de loi connus, bien avant le célèbre code de Hammurabi. Ce code, gravé dans la pierre, énonce des principes de justice qui visent à établir un ordre moral et social. Par exemple,
Il établissait des amendes pour des délits mineurs, mais les crimes graves, comme le meurtre, étaient punis de manière plus sévère. Ce code reflétait la volonté des rois de garantir la sécurité et la stabilité de la société tout en maintenant un lien avec les dieux, dont le jugement était perçu comme ultime. Les rois de Sumer, bien que puissants, étaient en permanence confrontés à la nécessité de protéger et d'étendre leurs frontières. Les cités-États de la région, chacune dirigée par un roi prêtre ou un chef militaire, étaient fréquemment en guerre les unes contre les autres pour le contrôle des terres fertiles et des ressources en eau, si précieuses. Cependant, la guerre dans la Mésopotamie ancienne n'était pas seulement un moyen d'expansion territoriale. Elle était aussi liée au cycle religieux, aux rituels sacrificiels et aux croyances de la société. Les victoires étaient attribuées aux dieux et les défaites étaient perçues comme des punitions divines. La guerre, cependant, n'était pas la seule manière de garantir la prospérité des cités-États. Le commerce, avec ses routes qui reliaient la Mésopotamie à des régions aussi lointaines que l'Indus ou l'Anatolie, était tout aussi crucial. Le commerce de biens précieux comme l'obsidienne, le lapis-lazuli et le cuivre, ainsi que les textiles et les céréales, permettait aux cités d'amasser des richesses et d'établir des alliances commerciales. Les marchands, souvent accompagnés de leurs caravanes, parcouraient les routes qui reliaient les cités-États entre elles et au monde extérieur. Ce commerce transcontinental formait l'épine dorsale de l'économie mésopotamienne, et ce réseau commercial permettait également l'échange de connaissances, notamment en matière d'astronomie, de mathématiques et de littérature. C'est dans ce contexte de guerre, de commerce et de religion que se forgeait l'âme des cités-États sumériennes. La vie quotidienne de leurs habitants était rythmée par les saisons agricoles, les rituels religieux et les décisions politiques dictées par les rois et les prêtres. Ces cités étaient de véritables microcosmes d'une civilisation en pleine expansion. Chaque décision, qu'elle soit prise dans le temple, dans le palais ou dans le marché, avait des répercussions sur l'ensemble de la société, et chaque être humain avait sa place dans cette vaste organisation divine et humaine. Les villes de Sumer étaient donc des créations complexes, où les dieux et les hommes œuvraient ensemble pour maintenir l'équilibre du monde. Cependant, à mesure que ces cités se développaient, des tensions internes apparaissaient. Les luttes pour le pouvoir entre les cités-États se faisaient de plus en plus fréquentes, et les rois de Sumer cherchaient à étendre leur influence à travers des alliances ou des conquêtes militaires. Les premiers conflits territoriaux, bien que relativement limités à l'échelle des cités-États, annonçaient déjà le début d'une ère où la guerre jouerait un rôle central dans le destin de ces civilisations. Au fur et à mesure que les cités-États de Sumer prospéraient, les fondations d'un nouveau type de pouvoir se formaient au nord, dans la région qui allait donner naissance à un empire sans précédent. C'était le royaume d'Akkad, une région aux ressources riches, mais jusque-là relativement peu connue. Le roi qui allait propulser Akkad sur la scène mondiale était Sargon, un personnage dont l'histoire se mêle à la légende. Né dans la pauvreté selon certaines traditions, il était fils d'un jardinier ou d'un simple paysan. D'autres récits, plus mythiques, racontent qu'il aurait été trouvé dans un panier flottant sur les eaux du fleuve Euphrate, une image qui rappelle celle de Moïse dans la Bible. Quelles que soient ses origines exactes, Sargon se hissa rapidement à la tête de la ville de Kish, une puissante cité du Nord, en utilisant une combinaison d'habiletés militaires et politiques. La conquête de Kish fut le début de son ascension. Il ne se contenta pas de gouverner cette ville, mais lança une série de campagnes militaires ambitieuses qui s'étendirent bien au-delà des frontières d'Akkad. Dès lors, le monde mésopotamien changea à jamais. Sargon entreprit de conquérir non seulement les cités sumériennes, mais aussi les territoires avoisinants. C'est ainsi qu'il parvint à unifier les villes de la Mésopotamie sous un seul règne. Au lieu de maintenir l'indépendance des cités-États, comme l'avaient fait les souverains sumériens avant lui, il fonda un empire centralisé où le roi, et non les prêtres locaux, exerçaient l'autorité suprême. Cette unification fut un tournant majeur dans l'histoire de la Mésopotamie. Sargon adopta un modèle politique totalement nouveau, un empire avec un pouvoir centralisé et une administration organisée qui n'avait plus besoin des anciens gouverneurs locaux. Les cités récemment conquises furent organisées en provinces, et leurs anciens dirigeants furent remplacés par des gouverneurs loyaux à Sargon, souvent issus de sa propre famille. Ce système, fondé sur une loyauté absolue envers le souverain, différait totalement des structures politiques des cités-États précédentes, où l'indépendance locale était la norme.
L'expansion de l'empire d'Akkad fut rapide et impressionnante. À son apogée, il s'étendait de la région du golfe Persique à la Méditerranée, unifiant des territoires aux cultures et aux langues variées. Sargon fit appel à une armée professionnelle et permanente, une innovation qui modifia profondément les dynamiques militaires de la région. Cette armée, bien équipée et disciplinée, était le fondement même de son empire. Par son biais, Sargon conquit des régions éloignées et réussit à les maintenir sous son contrôle. Ce modèle d'empire centralisé serait repris par ses successeurs et influença profondément les systèmes politiques futurs dans toute la région. Mais l'empire d'Akkad ne se limitait pas à l'extension militaire et territoriale. L'empire sous Sargon devint également un centre culturel, scientifique et commercial. La langue akkadienne devint la langue officielle de l'administration et de la diplomatie, remplaçant le sumérien dans beaucoup de contextes. La monnaie et les poids furent standardisés, facilitant ainsi le commerce à travers l'empire et même au-delà. Mais Sargon, bien que porteur d'une vision unificatrice, ne vivait pas dans un monde sans défis. Les cités qu'il avait conquises n'étaient pas toutes prêtes à accepter une domination centrale. Des révoltes, bien que limitées, secouèrent l'empire, en particulier dans les régions les plus éloignées. Cependant, Sargon parvint à contenir ces révoltes par une série de mesures drastiques, imposant une paix qu'il qualifia de paix impériale, une paix fondée sur la force et la domination. La grandeur de Sargon ne résidait pas uniquement dans ses victoires militaires et sa gouvernance. Il réussit également à intégrer les divers peuples de son empire et à faire d'Akkad un carrefour de culture. Grâce à ces expéditions, des objets et des connaissances d'horizons lointains arrivèrent en Mésopotamie. La route commerciale de l'Indus, par exemple, fut intégrée au réseau commercial d'Akkad, apportant avec elle des produits exotiques comme le lapis lazuli, une pierre précieuse très recherchée dans la région. Sous Sargon, l'empire d'Akkad devint non seulement une puissance militaire, mais aussi un centre d'échanges culturels et commerciaux. Sargon établit des liens solides avec les royaumes voisins, mais il sut aussi faire face à ceux qui cherchaient à défier son autorité. Son règne, bien qu'empreint de violence et de conquête, fut aussi celui de l'unification et de l'innovation, des bases solides sur lesquelles reposèrent de futurs empires. Mais l'empire d'Akkad, bien qu'impressionnant, ne devait pas durer éternellement. Après la mort de Sargon, son empire commença à se fragmenter. Les révoltes internes, les invasions extérieures et les difficultés administratives commencèrent à miner la stabilité de l'empire. Cependant, même après sa chute, l'héritage de Sargon demeura, et son modèle de gouvernance centralisée fut repris par ses successeurs et d'autres grandes civilisations à travers l'histoire. Il fut le premier à démontrer que, dans un monde où les royaumes étaient fragmentés, un empire pouvait émerger, non seulement par la guerre, mais aussi par l'administration, la culture et le commerce. Après la mort de Sargon, son empire traversa une période de fragilité qui finirait par mener à sa chute. L'empire d'Akkad, si brillant et expansif, ne tarda pas à se fissurer sous les coups de la révolte interne, des invasions extérieures et des tensions politiques. Le modèle d'unité qu'avait établi Sargon, fondé sur la centralisation du pouvoir et la loyauté directe envers la figure royale, commença à se décomposer à mesure que ses successeurs peinaient à maintenir la cohésion du vaste empire. Le dernier héritier direct de Sargon, son petit-fils, Shar-Kali-Shari, fit face à des révoltes croissantes et à des invasions des montagnards Goutis, un peuple féroce venu des montagnes de Zagros. Ces invasions, combinées à des crises internes de gouvernance, précipitèrent la fin de l'empire d'Akkad. Les cités et les provinces, qui avaient été maintenues ensemble par la force de l'armée impériale, commencèrent à s'émanciper et Akkad, une fois florissante, fut abandonnée, ravagée par les envahisseurs. La chute de l'empire d'Akkad marqua la fin d'une ère, mais elle ouvrit aussi la voie à un renouveau. Après la désintégration de l'empire, la Mésopotamie se retrouva plongée dans une période de transition, où de nouvelles forces allaient émerger pour restaurer l'ordre et redéfinir la civilisation de la région. Ce renouveau se manifesta particulièrement dans les cités de Sumer, qui, bien qu'affaiblies par les siècles de domination akkadienne, allèrent renaître de leurs cendres. Sous le règne d'un roi néo-sumérien nommé Gudea, la ville de Lagash connut une époque de grande prospérité. Gudea, roi de Lagash, est un exemple fascinant de ce que pourrait être un dirigeant dans une époque de rétablissement après la chute d'un empire. Gudea,
bien qu'il n'ait pas cherché à bâtir un empire aussi vaste que celui de Sargon, chercha néanmoins à restaurer la grandeur de Sumer en se concentrant sur la réédification des temples, la revitalisation de l'agriculture et la renaissance de l'art religieux. Sous son règne, les sculptures en durite, représentant son image pieuse et dévouée, devinrent l'une des expressions les plus marquantes de cette période. Ces statues, des représentations de Gudea souvent réalisées dans des pierres importées de très loin, témoignaient de la prospérité de Lagash et de l'étendue des liens commerciaux de la région. Gudea fit également édifier des temples splendides, à la fois symbole de son pouvoir divin et de la dévotion religieuse qui régissait la vie de son peuple. Mais ses actions ne se limitaient pas à la religion ou à l'art. Il rétablit également l'ordre juridique et économique dans ses terres, adoptant des mesures administratives qui garantissaient la redistribution des richesses et l'accès aux ressources pour tous les habitants de sa ville. La période néo-sumérienne, bien que marquée par la grandeur de Lagash et d'autres cités comme Our et Uruk, fut également une époque de lutte et de rivalité. Les cités-États de la région, à nouveau indépendantes, se livraient à des guerres fréquentes pour le contrôle des ressources, des routes commerciales et des terres agricoles. Cette compétition entre cités-États, au lieu de mener à une unité stable, entraînait souvent des conflits violents, ce qui contribuait à l'instabilité politique de la région. En dépit de cette instabilité, la période néo-sumérienne laissa un héritage indélébile sur la Mésopotamie. Elle marqua un renouveau culturel et religieux qui, tout en étant alimenté par les traditions anciennes, introduisit de nouvelles pratiques administratives et artistiques. L'art de la sculpture, l'architecture monumentale et la gestion administrative prospérèrent à nouveau, et les textes religieux et administratifs composés à cette époque offrirent une vision de la grandeur divine et humaine qui continuera d'influencer les générations futures. Cependant, cette renaissance néo-sumérienne ne durerait pas éternellement. Alors que les Sumériens s'efforçaient de maintenir leur héritage et de résister aux envahisseurs, une nouvelle menace se profilait à l'horizon. Cette menace venait du nord, de la région d'Akkad, mais ce n'était plus l'empire d'antan qui ressurgissait. Cette fois-ci, c'était un peuple différent, les Amorites, qui allaient prendre le contrôle de la Mésopotamie et poser les bases d'une nouvelle ère. À la suite de la chute de l'empire akkadien et de la renaissance néo-sumérienne, une nouvelle cité émergente commença à prendre de l'importance dans la région, Babylone. Initialement un centre commercial modeste au bord de l'Euphrate, Babylone se transforma peu à peu en une puissance majeure, surtout sous le règne de son roi le plus célèbre, Hammurabi. Alors que Sumer et Akkad, autrefois les deux grandes forces de la Mésopotamie, se retrouvaient dévastées par des invasions et des luttes internes, Babylone, située au cœur de la Mésopotamie, commença à accumuler richesse, pouvoir et influence. Babylone, à ses débuts, n'était pas destinée à dominer la région. Elle n'était qu'une petite cité parmi d'autres, mais sa position stratégique sur les routes commerciales entre le nord et le sud, ainsi que ses ressources naturelles abondantes, la rendirent rapidement incontournable. La véritable ascension de Babylone ne se produisit que lorsque le roi Hammurabi monta sur le trône, vers 1792 avant notre ère. Hammurabi, surnommé le roi des quatre coins du monde, réussit en quelques décennies à réunifier une Mésopotamie divisée. Son empire s'étendait de la mer Méditerranée à l'Iran moderne, englobant une grande partie de la Mésopotamie et plusieurs régions voisines. Mais au-delà de la conquête militaire, ce qui distingua véritablement Hammurabi fut sa capacité à imposer une forme de gouvernance fondée sur la loi. Le Code de Hammurabi, sans doute l'un des documents juridiques les plus célèbres et les plus anciens de l'histoire, est une réalisation monumentale. Gravé sur une stèle en basalte noir, ce code comportait 282 lois destinées à réguler la vie quotidienne des sujets de l'Empire. Ces lois couvraient une variété de sujets, les droits des femmes et des enfants, le commerce, les contrats, les peines pour divers crimes et même les relations entre les cités-États. Le code de Hammurabi reposait sur le principe de la justice œil pour œil, cherchant à assurer une certaine égalité devant la loi, tout en préservant la structure hiérarchique de la société. Le code de loi ne se contentait pas de rendre justice, il légitimait également le pouvoir divin du roi. Hammurabi était représenté sur la stèle comme recevant les lois directement des dieux, ce qui soulignait son rôle en tant que médiateur entre le divin et les hommes. Cela renforçait son autorité, non seulement comme souverain terrestre, mais aussi comme représentant des divinités.
Cette légitimité divine, que Hammurabi cultivait avec soin, était essentielle pour maintenir l'ordre dans un empire aussi vaste et complexe. L'empire babylonien d'Hammurabi ne fut pas seulement un empire militaire ou juridique, il devint aussi un centre culturel et scientifique. Sous son règne, les progrès dans les domaines de l'astronomie, des mathématiques et de la médecine furent considérables. Les Babyloniens étaient déjà reconnus pour leur capacité à observer les étoiles et à prédire les phénomènes célestes. Leurs connaissances astronomiques étaient si avancées qu'elles influenceraient les civilisations ultérieures, y compris les Grecs. De même, l'écriture babylonienne, qui dérivait du système cunéiforme sumérien, se perfectionna au fil du temps et servit de base à de nombreuses civilisations. Babylone se transforma progressivement en une mégalopole rayonnante. Ses murs imposants, notamment la célèbre porte d'Ishtar, symbolisaient la grandeur de la ville. Les jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique, étaient un témoignage éclatant de la richesse et de l'ingéniosité babylonienne. Ces jardins, créés pour consoler la reine Amytis de Médie, étaient un exploit architectural qui combinait technologie et beauté. Cependant, malgré cette période de grandeur, l'empire babylonien n'était pas destiné à durer. Après la mort de Hammurabi, l'empire commença lentement à se fragmenter. Ses successeurs ne parvinrent pas à maintenir l'unité que Hammurabi avait imposée. Babylone, bien que toujours puissante, perdit peu à peu son influence, alors que de nouveaux peuples et nouveaux empires montaient en puissance. Les invasions extérieures, notamment par les Hittites et plus tard les Assyriens, fragilisèrent Babylone. La ville, qui avait été un centre de savoir, de culture et de pouvoir, tomba sous la domination de puissances étrangères. Cependant, même après la perte de son statut impérial, Babylone demeura une référence culturelle et religieuse, et son héritage demeura vivant à travers les âges. L'empire babylonien et ses réalisations, en particulier le code de Hammurabi et ses contributions à la culture et à la science, marquèrent un tournant dans l'histoire de la Mésopotamie et du monde antique. Il incarna une vision d'unité, de l'égalité et de civilisation qui traversa les siècles et eut une influence durable sur les civilisations futures. Babylone, la ville de la loi et de la science, laissera une empreinte indélébile sur l'histoire de l'humanité. Après la chute de l'empire babylonien et l'affaiblissement progressif de ses dirigeants, la Mésopotamie entra dans une période d'instabilité. La puissance de Babylone, qui avait autrefois brillé sous le règne d'Hammurabi, se dissipa peu à peu face aux invasions étrangères et aux luttes internes. Les Babyloniens, autrefois maîtres incontestés de la région, furent désormais confrontés à un monde où de nouvelles forces montaient en puissance. C'est au cœur de cette instabilité que l'Empire perse, mené par Cyrus le Grand, surgit pour redéfinir le destin de la Mésopotamie et de la région tout entière. Les Perses, issus de la haute vallée de l'Iran, avaient un long passé de tribus nomades avant d'unifier leurs forces sous la houlette de Cyrus. Dans un temps où la Mésopotamie était déjà épuisée par les guerres internes, les Assyriens et les Babyloniens eux-mêmes, Cyrus arriva avec un message de conquête, mais aussi de tolérance et de réconciliation. Contrairement à ses prédécesseurs, qui avaient souvent cherché à écraser les cultures qu'il conquérait, Cyrus offrait au peuple sous son contrôle une certaine autonomie et respectait les traditions locales, notamment en Mésopotamie. La chute de Babylone en 539 avant Jésus-Christ, sous les assauts de l'armée perse, fut rapide et décisive. Ce n'était pas seulement une conquête militaire, mais un renversement de l'ordre mondial. Le dernier roi de Babylone, Nabonide, et son fils Belchazzar, incapables de défendre la ville contre les Perses, furent rapidement défaits. En entrant dans Babylone, Cyrus ne se contenta pas de renverser un roi. Il se fit couronner comme roi des Babyloniens, respectant ainsi les traditions de la ville et obtenant ainsi l'allégeance de ses habitants. L'acte symbolique de la prise de Babylone marquait un tournant historique non seulement pour la Mésopotamie, mais pour toute la région. Cyrus le Grand, avec une sagesse remarquable, permit aux Babyloniens de maintenir leurs institutions religieuses et politiques, tout en intégrant la ville au sein de son empire naissant. L'une de ses premières actions fut de restituer les statues et les objets sacrés, qui avaient été pris pendant les conquêtes précédentes, ce qui renforça sa légitimité aux yeux de ses nouveaux sujets. Par cette approche, il gagna le respect non seulement des Babyloniens, mais aussi des autres peuples sous domination mésopotamienne. L'Empire perse devint ainsi un modèle de tolérance religieuse et culturelle, en opposition directe avec les méthodes d'assimilation brutale des empires précédents. La prise de Babylone et l'ascension des Perses
marquèrent la fin d'une ère. L'empire babylonien, avec sa grandeur passée, se fondit dans un empire bien plus vaste, s'étendant de la vallée de l'Indus à l'Égypte. Ce nouvel empire, l'empire perse, deviendrait l'une des plus grandes puissances du monde antique. L'héritage de la Mésopotamie, notamment ses innovations culturelles, juridiques et religieuses, s'intégrerait au sein de ce vaste ensemble, tout en influençant profondément les institutions perses. Le respect des anciennes traditions mésopotamiennes, y compris le culte des dieux locaux, permit au peuple de Babylone de conserver une grande partie de son identité culturelle, tout en s'inscrivant dans le cadre impérial plus large des Perses. Le règne de Cyrus, bien que relativement court, fut fondamental. Il ne se contenta pas d'imposer son pouvoir par la force, mais chercha à unifier une région disparate en s'appuyant sur l'adhésion volontaire des peuples conquis. Cela marqua le début d'une ère nouvelle, où la diversité culturelle et religieuse pourrait coexister sous un même toit, sous le gouvernement d'un souverain persan. La prise de Babylone par les Perses et la politique de tolérance mise en place par Cyrus eurent un impact majeur sur le monde antique. Babylone, qui avait été le centre névralgique de la Mésopotamie, perdit son statut de capitale, mais elle demeura une ville importante dans l'Empire perse. Cependant, ce changement de domination ne se fit pas sans conséquences pour la Mésopotamie elle-même. L'héritage culturel et spirituel de Babylone, de ses ziggurats, de ses temples et de ses traditions, perdura sous la domination perse, mais avec des transformations et des adaptations. L'Empire perse, sous Darius Ier et ses successeurs, poursuivit l'intégration des anciens territoires babyloniens et mésopotamiens dans un système impérial de plus en plus organisé. Les grands travaux de construction, comme les routes et les systèmes de communication, facilitèrent les échanges à travers l'Empire, et Babylone demeura un carrefour commercial important. Pourtant, la grandeur de la ville elle-même s'estompa au fil du temps, à mesure que l'attention de l'Empire se tournait vers de nouveaux centres de pouvoir, comme Persépolis et Suse. Malgré tout, la Mésopotamie, même sous domination perse, restait une terre d'innovation et de culture. Les traditions religieuses babyloniennes, notamment le culte des dieux comme Marduk, continuèrent à prospérer, même au sein de l'Empire, grâce à la tolérance de Cyrus. Cela permit à la Mésopotamie de rester une région importante sur la scène mondiale, même lorsque le centre de pouvoir se déplaça vers l'est, à Persépolis. Ainsi, la chute de Babylone ne signifia pas la fin de son influence, mais plutôt l'intégration de son héritage dans un empire encore plus vaste, où les traditions mésopotamiennes continuèrent de résonner à travers les âges. L'empire perse, tout en écrasant la domination babylonienne, absorbait l'essence même de cette civilisation ancienne, préservant son savoir, ses lois et sa culture, et les projetant dans un nouvel avenir. Lorsque l'empire perse tomba, absorbé par la montée en puissance de l'empire grec sous Alexandre le Grand, la Mésopotamie, bien que géopolitiquement transformée, continua de porter en elle l'héritage d'une civilisation millénaire. L'influence de la Mésopotamie se retrouva non seulement dans les traditions juridiques et religieuses des civilisations suivantes, mais aussi dans les arts, les sciences et la gestion politique. À travers les siècles, les idées nées sur les rives du Tigre et de l'Euphrate continuèrent à éclairer le chemin des sociétés humaines. Alexandre, lors de sa conquête de la Perse, fit de Babylone une de ses premières étapes. Mais ce qu'il trouva ne ressemblait en rien à la ville légendaire de ses ancêtres. La capitale babylonienne, jadis pleine de splendeur, était en ruine, son grand ziggurat effondré et ses jardins suspendus depuis longtemps disparus. Pourtant, le génie d'Alexandre, qui comprenait l'importance symbolique de la ville, fit en sorte de la reconstruire à une échelle imposante en préservant certaines de ses structures. Il désirait faire de Babylone non seulement une ville nouvelle, mais aussi un symbole de l'unité entre l'Orient et l'Occident, entre les cultures grecques et mésopotamiennes. Si Babylone perdit une partie de son prestige sous l'influence grecque, la Mésopotamie elle-même resta un point de convergence entre différentes cultures, avec ses traditions toujours présentes dans les civilisations qui succédèrent à l'Empire perse. Les savoirs mésopotamiens en astronomie, en mathématiques et en architecture continuèrent d'influencer les écoles grecques et plus tard les Romains. Les scientifiques et les philosophes grecs, notamment ceux de la période hellénistique, en vinrent à s'inspirer des réalisations mésopotamiennes dans leur propre quête de connaissances. Les lois de la Mésopotamie, incarnées par le Code d'Hammurabi, trouvèrent un écho dans les systèmes juridiques qui suivirent, notamment dans la Rome antique,
où des principes semblables de rétribution et d'égalité devant la loi furent instaurés. Ces idées, qui avaient vu le jour sur les rives du Tigre et de l'Euphrate, se diffusèrent ainsi dans les empires voisins, non seulement en matière de droit, mais aussi dans la structuration des sociétés, la gouvernance et la gestion des ressources. Les Babyloniens avaient perfectionné l'art de l'astronomie et des mathématiques bien avant l'ère grecque, établissant des bases solides pour l'observation des étoiles et la prédiction des phénomènes célestes. Ces connaissances furent transmises, directement ou indirectement, aux savants grecs et romains et continuèrent à nourrir les civilisations qui domineraient le monde antique. Les Mésopotamiens avaient déjà divisé l'année en 12 mois lunaires, un système adopté plus tard par les Romains. Leurs calculs sur les cycles lunaires et leur calendrier s'avérèrent être d'une précision remarquable, servant de référence pendant des siècles. Leurs réalisations en médecine et en ingénierie étaient également remarquables. Les médecins babyloniens avaient une connaissance approfondie des herbes et des remèdes, qu'ils utilisaient pour soigner une multitude de maux. Leurs bâtiments, conçus à partir de briques d'argile et de matériaux locaux, inspiraient les constructions grecques et romaines, tandis que leur système d'irrigation était encore utilisé longtemps après la chute de Babylone. Mais au-delà des innovations pratiques, l'héritage de la Mésopotamie persista aussi à travers son influence sur la religion. Le panthéon mésopotamien, avec ses dieux puissants comme Marduk, Ishtar et Enki, influença la mythologie et la religion des peuples voisins, y compris les Perses, les Grecs et plus tard les Romains. Les récits mythologiques qui racontaient la création du monde, les luttes cosmiques entre les dieux et les quêtes héroïques des rois comme Gilgamesh laissèrent une marque indélébile sur la tradition littéraire mondiale. Les mythes mésopotamiens, souvent centrés sur des thèmes de lutte entre le bien et le mal, la recherche de la connaissance et la quête d'immortalité, résonnèrent à travers les âges et influencèrent les œuvres littéraires et philosophiques futures, y compris celles de la Grèce antique et de Rome. Enfin, la Mésopotamie ne cessa jamais d'être un symbole de l'union entre les civilisations. La diversité culturelle, linguistique et religieuse qui existait dans cette région, alimentée par les nombreux peuples qui l'habitaient, se diffusa à travers le monde antique. Les Mésopotamiens, en bâtissant des cités et des empires puissants, montrèrent au monde que l'unité dans la diversité était non seulement possible, mais aussi nécessaire pour la prospérité d'une civilisation. L'idée que différentes cultures pouvaient coexister sous une même autorité impériale, tout en maintenant leurs propres traditions et coutumes, préfigura les grands empires de l'Antiquité, dont l'Empire romain et plus tard l'Empire ottoman, qui prônèrent eux aussi une tolérance religieuse et culturelle. Ainsi, l'héritage de la Mésopotamie ne s'éteignit pas avec la chute de Babylone ou la conquête d'Alexandre. Il persista à travers les siècles, modelant les civilisations qui vinrent après elle. De ses innovations dans le domaine des sciences et des arts à ses contributions fondamentales à la pensée religieuse et philosophique, la Mésopotamie continua à éclairer les esprits, inspirant les générations futures et leur offrant une vision du monde dans laquelle la quête du savoir, de la justice et de la compréhension transcende les frontières temporelles et géographiques. Lorsque nous évoquons la Mésopotamie, il ne s'agit pas simplement d'un territoire disparu, englouti par les dunes du désert et les flots des fleuves. Non, la Mésopotamie demeure vivante dans l'âme de l'humanité, inscrite dans les pierres des pyramides de l'Égypte, dans les codes de loi des civilisations antiques, dans les récits des héros et des dieux qui ont traversé les âges. L'ancienne Mésopotamie, berceau des premières civilisations, laisse un héritage qui continue de nourrir les cultures et les sociétés modernes. Les ruines de Babylone, d'Our, d'Uruk et de Lagash, désormais parsemées de vestiges en pierre et en briques, racontent l'histoire de cette région qui a vu naître l'écriture, l'astronomie, la science et les lois. Mais bien plus encore, elles témoignent de l'évolution de l'humanité, de ses premiers pas dans l'organisation sociale, politique et économique, des premiers rêves de justice et d'ordre. Les leçons tirées de cette terre ancienne résonnent encore aujourd'hui dans la manière dont nous construisons nos sociétés, gouvernons nos peuples et gérons nos ressources. En effet, les principes du Code de Hammurabi, qui date de plus de 3700 ans, continuent d'influencer les systèmes judiciaires du monde entier. Bien que nos sociétés modernes aient évolué, l'idée de codifier la loi, de garantir une certaine équité et de maintenir une justice universelle reste un héritage direct de la Mésopotamie. Le fameux principe œil pour œil,
bien que critiqué dans son application rigide, est un rappel fondamental de la recherche de l'équité dans le système judiciaire. L'idée même que les lois doivent être écrites et publiées pour que tous les citoyens puissent en prendre connaissance et y avoir accès est également une innovation mésopotamienne. Les Mésopotamiens ont également laissé une marque indélébile sur notre compréhension de l'univers. Leur fascinante observation des astres, leurs calculs astronomiques et leurs tentatives de comprendre les cycles célestes ont non seulement inspiré les Grecs et les Romains, mais ont ouvert la voie à une pensée scientifique qui s'est affinée pendant des siècles. Ces premières cartes du ciel, les premières tables de multiplication, les premières tentatives de mesurer le temps, nous montrent une civilisation qui cherchait déjà à comprendre les lois invisibles qui régissent le monde. L'art et la littérature mésopotamiens ont traversé les âges. Le Gilgamesh, qui raconte la quête du roi de Sumer pour l'immortalité, est l'un des plus anciens récits littéraires de l'humanité. Cette épopée nous parle de la condition humaine, du désir d'immortalité, de l'amitié, de l'amour, mais aussi de la mort, de la fatalité et de la quête du sens de l'existence. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, les thèmes abordés dans l'épopée de Gilgamesh résonnent encore profondément dans notre propre compréhension de la vie et de la mortalité. Les héros mythologiques de Mésopotamie, de Gilgamesh à Enkidu, incarnent des valeurs universelles de courage, de sagesse et de sacrifice qui continuent à nourrir notre imaginaire collectif. La Mésopotamie a aussi laissé un héritage dans le domaine de l'architecture. Les ziggourats, avec leurs étages superposés et leur échelle imposante, ont inspiré des siècles de construction de temples et de monuments. Leur symbolisme, reliant la terre aux cieux, a influencé des pratiques architecturales et religieuses à travers l'Antiquité, du monde romain à la chrétienté médiévale. Ces monuments n'étaient pas seulement des réalisations techniques, mais aussi des déclarations de puissance spirituelle et politique, représentant le lien sacré entre les dirigeants et les dieux. Cette idée de bâtir pour honorer les dieux et pour marquer l'importance d'un héritage a traversé l'histoire et demeure une partie intégrante de nos sociétés modernes, où nous érigeons toujours des monuments pour célébrer nos valeurs et nos croyances. Même dans la science de la gestion de l'eau, l'une des compétences les plus cruciales développées par les Mésopotamiens, leur influence demeure. Leur système d'irrigation et de canaux, conçus pour contrôler les eaux des fleuves Tigre et Euphrate, sont les précurseurs des techniques modernes de gestion de l'eau. Aujourd'hui encore, les principes de l'irrigation en Mésopotamie sont étudiés et adaptés dans des régions du monde qui luttent contre des sécheresses et des pénuries d'eau. Mais peut-être le plus grand héritage laissé par la Mésopotamie est celui de la civilisation elle-même. Une civilisation qui a donné naissance aux premiers gouvernements organisés, aux premières formes de droit écrit, aux premières villes et empires. Les Sumériens, les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens ont jeté les bases de tout ce qui allait suivre. Leur capacité à organiser des sociétés complexes, à créer des institutions durables et à introduire des concepts de gouvernance et de justice reste une inspiration. En regardant en arrière, à travers le prisme des siècles, on réalise que la Mésopotamie a non seulement été un terrain de conquête et de rivalité, mais aussi le terreau fertile où se sont cultivées les idées et les concepts qui sous-tendent nos sociétés modernes. Le monde moderne, avec ses nations, ses lois, ses religions, son commerce et ses sciences, ne serait pas ce qu'il est sans l'héritage de la Mésopotamie. Et ainsi, même après des millénaires de changements géopolitiques, de guerres, de migrations et de révolutions, l'esprit de la Mésopotamie continue de vivre dans l'âme de l'humanité, dans nos lois, dans notre compréhension de l'univers, dans nos constructions monumentales, dans notre littérature et dans notre quête de justice et de connaissance. La Mésopotamie reste l'une des pierres angulaires de l'histoire humaine. Une civilisation qui, bien que disparue depuis longtemps, demeure vivante dans les racines profondes de notre civilisation.